Dans les annales sanglantes de l'histoire impériale romaine, peu d'histoires capturent les profondeurs de la cruauté et du désespoir humain comme celle de Sporus, un beau jeune garçon dont le destin s'est lié à celui de l'un des empereurs les plus notoires de l'histoire. Il ne s'agit pas simplement d'une histoire d'intrigue politique ou de conquête militaire, mais d'une analyse poignante de la capacité du pouvoir à dépouiller l'humanité elle-même, ne laissant derrière lui que le théâtre grotesque des caprices impériaux. L'histoire de Sporus se déroule tel un cauchemar dans les salles de marbre de la Rome antique, où la frontière entre amour et possession, entre honneur et dégradation, s'estompait entièrement sous le regard fou de Néron. Nous étions en 65 après Jésus-Christ, et l'Empire romain s'étendait de la Bretagne à l'Euphrate, sa puissance semblant illimitée sous le règne de Néron, Claude César Auguste Germanicus. Pourtant, entre les murs opulents de la Domus Aurea, le palais doré de Néron, une obscurité régnait, qui allait bientôt consumer une jeune vie innocente. L'empereur, alors âgé d'une vingtaine d'années, avait déjà choqué la société romaine par ses performances théâtrales, ses excès architecturaux et ses relations tendues avec ses proches. Rome elle-même portait les stigmates du grand incendie de 64 après Jésus-Christ, et les rumeurs de la folie de l'empereur résonnaient dans les rues comme la fumée des ruines encore fumantes. Dans ce monde d'excès impériaux et de cruauté désinvolte, le jeune Sporus vivait comme un affranchi au sein de la maison impériale, une position qui, bien que techniquement libre, offrait peu de protection contre les caprices du pouvoir absolu. Les récits historiques le décrivent comme possédant une beauté presque éthérée, avec des traits délicats et une allure gracieuse qui ferait à la fois sa distinction et sa perte. Le garçon avait attiré l'attention de la cour impériale, non par ambition personnelle, mais simplement par son existence dans un monde où la beauté elle-même pouvait devenir monnaie d'échange contre la souffrance. Le catalyseur de la transformation tragique de Sporus fut la mort d'une femme. Pompeia Sabina, la seconde épouse de Néron et grand amour de sa vie tumultueuse, mourut dans des circonstances mystérieuses en 65 après Jésus-Christ. Certaines sources antiques suggèrent que Néron lui-même l'aurait tuée dans un accès de rage, la frappant à coups de pied alors qu'elle était enceinte, tandis que d'autres récits évoquent des complications lors de l'accouchement. Quoi qu'il en soit, la mort de Popée laissa Néron dévasté, rongé par un chagrin qui allait bientôt se transformer en quelque chose de bien plus sinistre. Le deuil de l'empereur prit une tournure obsessionnelle, cherchant désespérément à ressusciter ou à remplacer celle qu'il prétendait aimer plus que tout. C'est durant cette période de deuil impérial que le destin livra Sporus aux yeux de Néron. Coïncidence ou intention, le jeune affranchi fut remarqué par l'empereur, frappé par ce qu'il percevait comme une ressemblance frappante avec sa défunte épouse. Des historiens antiques comme Dion Cassius et Suétone rapportent que Néron fut obsédé par cette ressemblance, voyant dans les traits délicats de Sporus une occasion de récupérer ce que la mort lui avait volé. L'esprit rongé par le chagrin de l'empereur commença à concevoir un plan si audacieux et horrible qu'il choquerait même la sensibilité blasée de la Rome impériale. La décision, lorsqu'elle fut prise, fut rapide et irréversible. Néron ordonna la castration de Sporus, modifiant ainsi définitivement le corps du jeune homme pour mieux servir la vision perverse de l'empereur. Il ne s'agissait pas d'une simple mutilation physique, mais d'un effacement complet de l'identité humaine de Sporus, le transformant en une créature n'existant que pour le confort psychologique de Néron. La castration était pratiquée par des médecins impériaux, probablement dans le luxe stérile des quartiers médicaux du palais, où les cris pouvaient être étouffés par les murs de marbre et les protestations du garçon pouvaient être rejetées comme des plaintes insignifiantes de propriété. Après la mutilation, le plan de Néron révéla toute son horreur. L'empereur annonça son intention d'épouser Sporus lors d'une cérémonie publique, traitant le jeune homme traumatisé comme un remplaçant de sa bien-aimée Popée. Il ne s'agissait pas d'un mariage au sens où les Romains l'entendaient, mais d'une parodie grotesque qui violait toutes les coutumes sociales, religieuses et juridiques de l'Empire. Sporus reçut un nouveau nom, Sabina, en hommage à l'impératrice défunte. Elle était vêtue des plus beaux vêtements féminins, ornés de bijoux ayant appartenu à Popée elle-même. La maison de l'empereur reçut l'ordre de traiter Sporus comme l'impératrice, de lui adresser des titres féminins et d'observer tous les protocoles dus à une épouse impériale. La cérémonie de mariage elle-même fut un spectacle de folie impériale, se déroulant sous les yeux horrifiés de la société romaine. Sporus, méconnaissable dans ses vêtements féminins raffinés, fut conduit à travers les rituels du mariage romain, tandis que l'empereur jouait le rôle du fiancé dévoué.
Les sources antiques décrivirent la cérémonie comme à la fois magnifique et profondément troublante, le faste et les apparats d'un mariage impérial légitime masquant l'horreur profonde de ce qui se déroulait réellement. Les invités étaient obligés de participer à cette mascarade, offrant des félicitations et des cadeaux de mariage, tout en reculant en privé devant le théâtre grotesque de l'empereur. À la suite de cette étrange union, Sporus fut exhibée à travers Rome en impératrice de Néron, contraint d'apparaître lors des événements publics et des cérémonies sous son apparence féminine. Le jeune homme, désormais entièrement dépendant de la protection et de la faveur de l'empereur, n'eut d'autre choix que de jouer le rôle qui lui était assigné. Il devait accompagner Néron au théâtre, aux réceptions officielles et même aux dîners privés, où il était exposé tel un objet précieux, un mémorial vivant à une femme disparue. Le coût psychologique de cette existence va être obligé de vivre comme quelqu'un d'autre, quelqu'un qui était non seulement mort, mais dont la mort avait peut-être été causée par celui-là même qui prétendait désormais aimer sa mémoire devait être dévastateur au-delà de toute mesure. Lors de ces apparitions publiques, les citoyens romains assistaient à l'étrange spectacle de leur empereur accompagné de ce qui semblait être une belle jeune femme, mais connaissant la vérité derrière cette façade sophistiquée. Certains historiens suggèrent que le peuple romain, bien qu'habitué à l'excentricité impériale, fut profondément perturbé par ce spectacle particulier. La vue de Sporus, vêtu des insignes d'une impératrice, mais arborant les signes subtils de sa véritable nature et de sa mutilation chirurgicale, rappelait constamment les profondeurs de la chute de leur empereur. C'était un symbole vivant de la capacité du pouvoir à corrompre non seulement l'âme, mais la réalité elle-même. La relation entre Néron et Sporus, si l'on peut l'appeler ainsi, était marquée par l'obsession possessive de l'empereur et l'impuissance totale du jeune homme. Néron traitait Sporus à la fois comme une épouse bien-aimée et un bien précieux, le comblant de cadeaux et d'attentions, tout en lui refusant toute influence ou identité au-delà de son rôle de remplaçant de Popée. L'empereur s'adressait à Sporus par le nom de sa défunte épouse, lui parlait comme s'il était réellement la femme qu'il avait perdue et s'attendait à ce qu'il. Il y a des nuits où je ne reconnais plus mon propre visage. Chaque matin, le miroir m'accueille non pas avec un homme ou une femme, mais avec un fantôme ou un être bricolé à partir des fragments des fantasmes de Néron et de ma propre disparition. Le monde m'appelle impératrice, mais je ne suis personne. Ma voix, mes gestes, mes pensées même doivent lui appartenir aux Pompeia morte, et pourtant tellement plus présente que je ne le suis. Se promener dans les salles de marbre de la Grèce, voilé et parfumé, c'est respirer à travers la soie et la honte. Les dignitaires s'inclinent et font semblant. Les serviteurs m'appellent Augusta. Les rires de la cour, cassants et nerveux, me disent qu'ils connaissent le jeu, et que je ne dois jamais faiblir. Chaque erreur un sourire trop bref, un mot trop profond appelle une punition. Pourtant, une performance parfaite ne suscite que davantage de cadeaux, davantage d'attention, davantage d'amour étouffant. Mon identité, écrasée sous des couches de soie et d'attente, est une chose dont je ne peux me souvenir qu'en secret, la nuit, lorsque tous les masques tombent et que le silence s'installe. Les humeurs de Néron sont aussi folles que la mer tendresse et rage tourbillonnent ensemble. Parfois, il m'appelle sa lumière, sa résurrection. Parfois, ses yeux scintillent de folie, et je vois en lui non pas un amant, mais un geôlier qui se délecte de ma confusion. Il me demande de devenir elle, de me bannir si complètement que même moi, j'oublie le garçon que j'étais. Si j'hésite, si je vacille, sa colère est vive. Pourtant, lorsque j'obéis, il me récompense de bijoux, de louanges, de mots doux dans l'obscurité. Le cycle de la douleur et de la récompense est sans fin. Ceux qui nous entourent nous observent et murmurent. Les courtisans détournent le regard, apitoyés ou dégoûtés ou je ne sais jamais vraiment lequel. Je suis une curiosité, un symbole, un récit édifiant. Ils ne voient que le rôle, pas le prix. Chaque jour, je dois choisir, agir ou périr. Il n'y a pas de liberté, ni dans le mouvement, ni dans la pensée, ni dans l'affection perverse de l'empereur. Le corps même que j'habite a été remodelé pour servir cette illusion, me laissant exilé de moi-même. Ma peau se souvient de chaque coupure, de chaque contact censé m'effacer. Quand Rome commença à s'effondrer, je le vis dans le regard de Néron. La peur s'insinua là où régnait autrefois la folie. Nous avons fui ensemble, l'empire s'effondrant derrière nous,
et pourtant il me forçait à m'habiller comme sa femme, m'appelait toujours son impératrice. Le monde brûlait, et pourtant je restais prisonnière de son besoin, de son illusion. Ma propre survie, toujours liée à la sienne, devint une horreur. Quand la fin arriva enfin, et que Néron se donna la mort, je ne ressentis ni chagrin ni joie. Il ne restait qu'un vide là où l'espoir et la terreur avaient cohabité si longtemps. Mais même sa mort ne m'apporta aucune délivrance. Je devins une marchandise, une récompense pour de nouveaux hommes qui voyaient en moi non pas une personne, mais un symbole de victoire sur l'empereur défunt. Mon existence, toujours fictive, devint encore plus incertaine. Je vivais entre deux mondes, ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave. Je n'étais pas moi-même, je n'étais personne. S'il existe une cruauté plus grande que la douleur, c'est de se voir refuser le droit d'être soi-même ou d'être contraint, jour après jour, de porter l'âme d'un autre jusqu'à ce que la sienne se fane et disparaisse. Je ne sais pas qui je serais si j'étais laissé seul, sans ornement, sans attention. J'ignore si je pourrais un jour retrouver cette personne. C'est peut-être là, au final, la plus grande victoire qu'ils aient remportée sur moi, non pas mon corps, ni mon destin, mais mon sens même d'être. Celui qui avait déjà enduré des années de destruction d'identité, l'instabilité politique qui a suivi la mort de Néron, la période que les historiens appellent l'année des 4 empereurs, signifiait que le sort de Sporus restait incertain alors que différentes factions montaient et descendaient en succession rapide. Après l'assassinat de Galba en janvier 1969, Sporus se retrouva de nouveau transféré. Le jeune homme était devenu une sorte d'héritage impérial, transmis de souverain en souverain comme un meuble précieux ou une œuvre d'art. Chaque transition apportait son lot d'incertitude et d'humiliation, car il était contraint de s'adapter aux attentes et aux désirs de chaque maître successif. L'empereur Othon, qui occupa brièvement le pouvoir après l'assassinat de Galba, aurait traité Sporus avec une relative bienveillance, reconnaissant peut-être sa propre position précaire dans la situation du jeune homme. Cependant, le règne d'Othon ne dura que quelques mois avant d'être lui aussi vaincu et contraint au suicide. Une fois de plus, Sporus se retrouva confronté à la perspective terrifiante d'être revendiqué par un nouveau souverain, chaque transition lui ôtant un peu plus la dignité et l'identité qu'il avait réussi à préserver malgré cette épreuve. C'est sous l'empereur Vitellius que la situation de Sporus atteignit son point culminant, le plus dégradant. Vitellius, qui avait vaincu Othon et revendiqué la pourpre, décida apparemment que Sporus divertirait les masses romaines. L'empereur projeta de forcer le jeune homme à apparaître dans l'arène, non pas comme gladiateur, mais comme participant à une reconstitution grotesque du viol de Perséphone, scène mythologique de l'enlèvement et du viol d'une jeune fille. Ce plan représentait l'humiliation ultime. Sporus serait contraint de jouer le rôle d'une femme agressée sexuellement pour le plus grand plaisir de milliers de spectateurs. La perspective de cette humiliation ultime s'avéra insupportable pour Sporus. Après des années de féminisation forcée, d'effacement d'identité et d'exploitation sexuelle, l'idée d'être violé en public pour divertir la mafia romaine était apparemment le point de rupture. Des sources antiques rapportent que Sporus préféra la mort à cet avilissement ultime, se donnant la mort avant que Vitellius ne puisse mettre son plan cruel à exécution. Dans son dernier acte, Sporus recouvra la seule chose qui lui avait été refusée tout au long de son épreuve, le pouvoir de décider lui-même de son destin. Le suicide de Sporus marqua la fin de l'un des épisodes les plus troublants de l'histoire impériale romaine. Sa mort ne fut pas pleurée par le grand public et ne fut pas perçue comme un événement politique majeur. Il avait été réduit à un tel état de déshumanisation que sa disparition fut surtout perçue comme un inconvénient mineur au projet de divertissement de Vitellius. Pourtant, en choisissant la mort plutôt que de s'avilir davantage, Sporus a fait preuve d'un courage et d'une dignité qui lui avaient été systématiquement refusés tout au long de sa vie d'adulte. Son dernier acte était à la fois un rejet du rôle qu'il avait été contraint de jouer et une affirmation de son humanité fondamentale. L'histoire de Sporus nous confronte à des vérités dérangeantes sur la nature du pouvoir et sur la capacité humaine à la cruauté et à la survie. Dans un monde où l'autorité absolue peut transformer un jeune homme libre en poupée vivante, où l'identité elle-même peut être chirurgicalement et psychologiquement altérée pour servir les caprices d'un fou, se reflètent les sombres possibilités d'un pouvoir sans limite. La tragédie de Sporus n'était pas seulement personnelle,
elle était le symptôme d'un système qui ne valorisait les êtres humains que dans la mesure où ils pouvaient servir les désirs de ceux qui détenaient l'autorité suprême. L'héritage historique de l'histoire de Sporus rappelle que derrière les grands récits d'empire et de conquête se cachent d'innombrables tragédies individuelles de personnes impuissantes à résister aux forces qui façonnaient leur vie. Son expérience met en lumière les vulnérabilités particulières de ceux qui vivaient en marge de la société romaine, les affranchis, les esclaves et autres personnes dont la vie pouvait être anéantie par les puissants. Le simple fait que son histoire ait été consignée témoigne de son caractère exceptionnel, mais suggère également que des abus similaires, peut-être moins dramatiques mais non moins dévastateurs pour ceux qui les ont subis, étaient probablement monnaie courante dans une société fondée sur des hiérarchies rigides et le pouvoir absolu de l'empereur. Les lecteurs modernes pourraient se demander comment une telle cruauté a pu être possible, comment une société a pu tolérer, voire célébrer, une telle déshumanisation systématique. Pourtant, l'histoire de Sporus démontre aussi la remarquable résilience de l'esprit humain, sa capacité à endurer des souffrances inimaginables tout en conservant une certaine estime de soi. Son choix final, aussi tragique fût-il, représentait une sorte de victoire, un refus d'être complètement anéanti, même par des forces qui semblaient capables de réécrire la réalité elle-même. En nous souvenant de Sporus, nous honorons non seulement ses souffrances, mais aussi son ultime acte de défiance contre ceux qui cherchaient à effacer son humanité.